We are in Paris today to meet with Bénédicte Lombard. She's a pediatric nurse specialized in pain and a doctor in philosophy. And we are here to talk to her about the study she conducted on the use of restraint in pediatrics and what this means for professionals. Je me suis intéressée à la question de la contention parce que je faisais partie d'une équipe de lutte contre la douleur dans un hôpital et nous avions la mission de travailler à l'amélioration de la pratique par rapport à la prise en charge de la douleur. Quand on s'occupe de la douleur de l'enfant, en fait, très naturellement, la question de se dire quels sont les bons indicateurs ou les indicateurs qui mettent en avance une bonne pratique. Mais on peut se dire aussi le contraire. Quels sont les indicateurs qui montrent que ça ne se passe pas bien? Eh bien, tout de suite, le premier indicateur, c'est l'enfant, il s'agite, on doit le tenir. Et le professeur Hannequin a dit c'est facile, on n'a qu'à mesurer. Et tout le monde a dit il est fou, c'est impossible, personne ne va dire oui, je tiens les enfants de force. Et en fait, c'est lui qui avait raison. Et on a construit une grille pour mesurer le degré de force. Et sur ces 1000 gestes, chacun avait noté le degré en fait, de contrainte et on avait 14% de contention forte. Attention, c'est du self-report. Et donc 14% de contention forte, c'était très intéressant d'aller regarder quelle est la première variable qui est apparue dans nos résultats. Eh bien, c'était l'âge de l'enfant, avec un odd ratio à 14. 14 fois plus de risque d'être contenu de force quand on a moins d'1 an. Et 4 fois plus de risque quand on a moins de 4 ans. Après, il y avait la douleur, une variable associée. Et un point très important, c'était le type de soin et l'introduction des sondes était en fait un facteur de risque important dans la représentation des soignants. On pense souvent aux prises de sang, aux perfusions et on ne réfléchit pas suffisamment, je crois, à tout ce qui est introduction de sondes. Et évidemment, vous voyez que la question éthique devient très importante quand on pense contrainte physique majeure, introduction de sondes dans des zones intimes. Et là, on est vraiment très près d'un problème majeur qui soulève vraiment des questions éthiques et des questions autour de ce qu'on doit améliorer pour protéger l'enfant parce qu'on a des risques psychiques importants, mais nous sommes tellement dans notre univers de soins médicaux qu'on ne fait pas toujours le rapprochement entre cette contrainte forte, cet usage de la violence pour introduire une sonde dans une zone intime. En parallèle de mon travail à l'unité douleur, j'avais commencé des études de philosophie et je m'intéressais à la question, aux questions de dilemmes qui surgissent de la pratique des soins. Un dilemme, c'est une mise en tension entre deux éléments qui sont tous deux respectables ou porteurs d'une bonne intention. Je veux donner du soin à un enfant, je veux le soigner pour peut-être le guérir et pour le soigner, je suis amenée à user de la force, à user de la contrainte forte. Eh bien, ça, c'est un dilemme que les professionnels des soins en pédiatrie rencontrent sans cesse. Alors, les résultats de cette étude qualitative, il y a eu de nombreux aspects qui sont apparus.
mais il nous a semblé qu'il y avait surtout 4 grands axes, 4 grands points qui ont retenu notre attention du fait un peu de l'originalité de ce qu'on voyait apparaître. Alors la première chose, c'est que pour les professionnels et les participants à cette étude, la contention physique en fait était vraiment une fatalité regrettable, et donc on entend bien le paradoxe, une fatalité. On ne peut pas faire autrement, mais c'était quelque chose qu'il regrettait. Et donc, on entendait d'emblée qu'il y avait cette tension entre une pratique professionnelle qu'on applique et on ne connaît pas d'alternative. Et en même temps, on se rend compte que ce n'est pas le meilleur moyen. Et donc, cet aspect paradoxal. Le deuxième point qui a retenu notre attention dans les résultats était le fait que le terme, le mot contention posait un problème. Beaucoup nous proposaient des substituts, proposer d'autres mots, et certains ont littéralement répondu: il ne faut pas prononcer ce mot parce que la contention c'est maltraitant, et nous on n'est pas maltraitant. Et donc ce mot-là, on ne veut pas le prononcer parce qu'on ne veut pas imaginer qu'on puisse être maltraitant. Un troisième point, c'est que toujours, quand les professionnels évoquaient la question de la contrainte physique de l'enfant pendant le soin, c'était toujours justifié par une contrainte qu'ils avaient eux-mêmes à vivre. Contrainte liée à l'exigence de faire le geste technique, contrainte organisationnelle, et donc par rapport à la contrainte physique de l'enfant, il y avait toujours en fait une réponse d'une contrainte du côté du soignant. Eux-mêmes étaient contraints de contraindre. Et en définitive, le quatrième grand axe de ces résultats, ce qui apparaissait, c'était que finalement, la contention physique est une pratique professionnelle laborieuse. Alors laborieuse au sens de laborieuse, c'est-à-dire difficile. Hein. Quand on dit quelque chose de laborieux, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est aussi la notion de labeur, c'est-à-dire ça fait partie du travail. Et donc on voit bien que c'est... Et oui, on a cette partie dans notre travail qui est difficile, mais ça fait partie du boulot. Et les gens, en fait, l'acceptent comme tel. Bien sûr, quand on travaille en pédiatrie et qu'on commence à devoir évoquer la question de cet usage de la force et de cette contrainte, ça ne correspond plus du tout à l'image, à l'idéal que nous avons de notre métier. Malheureusement, en pratique quotidienne et la réalité. Et il y a un écart entre mon idée du soin et la réalité du soin qui parfois est très cruelle et qui m'amène à faire des choses qui ne sont ni douceur, ni compassion, ni sollicitude, mais qui sont littéralement de l'intrusion dans le corps. Et cette réalité, elle est douloureuse pour nous tous. Et on a, même si on l'accepte, même si on la connaît, c'est une réalité qui n'est pas toujours facile à évoquer. Et je pense que c'est cet écart entre l'idéal et la réalité qui est accepté par les professionnels, mais c'est quand même pas le plus beau côté de notre métier. Et pourtant, c'est notre réalité. On a d'abord appris à produire, à fabriquer du soin technique, à faire une piqûre, à examiner un enfant quand on est médecin, à écouter avec son stéthoscope, à sentir, à mettre une sonde. On a tous, quels que soient nos métiers, mis du temps à apprendre ces techniques qui soignent et qui sauvent.
Et que la première chose à faire avec un enfant qui vient à l'hôpital, c'est de lui sauver la vie parfois, ou de le soigner. C'est normal et c'est plutôt même bien d'arrêter son empathie pour pouvoir en fait se mettre au service de la technique qui va soigner ou peut-être même sauver. Je dirais que le vrai problème, c'est quand on ne réarme pas finalement son empathie après, ou qu'on ne donne pas à l'enfant le droit de dire que de son point de vue, ce qu'on est en train de lui faire est violent. Et donc, ça c'est une réalité. Et parfois, on imagine, ou c'est difficile d'imaginer qu'on peut conjuguer ce devoir absolu de soin, de faire le soin, tout en prenant soin de l'enfant et en faisant attention à sa perception. Et ça, c'est une réalité qui est difficile à conjuguer parce que ces soins, il faut les faire, ils sont obligatoires. Et aujourd'hui, il devient obligatoire de respecter l'enfant. Le problème de l'usage de la force lors des soins, c'est d'appliquer de la force, d'appliquer une pratique qui est quand même assez violente, qui peut être vécue par l'enfant comme violente, alors qu'on fait des soins pour son bien. C'est ça la difficulté. Évidemment, le problème, il est pour l'enfant, puisque recevoir un soin quand on est en difficulté, quand on est en détresse, l'enfant va s'agiter. Voilà, c'est l'histoire de la contrainte lors des soins en pédiatrie. C'est un enfant qui a peur. Comme il a peur, il s'agite, il va faire beaucoup de mouvements. Et pour produire le soin, on va l'immobiliser. Et plus on l'immobilise, plus on le contraint et plus il s'agite et plus la détresse augmente. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on va s'inscrire, nous les soignants, mais aussi l'enfant qui, en fait, n'arrive pas à récupérer de la sécurité, de la réassurance. On voudrait que l'enfant raisonne comme nous, ait le même raisonnement que nous en tant qu'adultes. On lui explique, on lui dit quand on aura mis la sonde dans le nez, tu pourras grossir, quand on aura fait la perfusion, on mettra les médicaments qui te soignent. Tout ça, c'est vrai. Mais ces explications, elles ne permettent pas à l'enfant de sortir de ses émotions qui le capturent et on reste chacun dans notre univers. Eh bien, il faut que l'adulte, le professionnel, se mette en mouvement vers l'enfant. J'ai dit tout à l'heure, l'enfant ne raisonne pas comme nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ses raisons, de bonnes raisons pour refuser. Et nous devons aller vers lui pour comprendre ce qui se produit pour lui, quelles sont ses raisons, et ses raisons d'enfant. L'absence de cette rencontre, c'est ce qui explique qu'on parte chacun sur un chemin différent et le professionnel avance sur un chemin où il se sent obligé de contenir l'enfant pour faire son devoir, c'est-à-dire soigner l'enfant, faire le soin technique. Au moment où il commençait à évoquer la question de la contrainte physique forte, alors à ce moment-là, l'enfant disparaissait littéralement du discours. Il y avait le geste technique, le sujet des phrases devenait le soin technique. Alors que dans le discours autour de ma représentation de mon métier, c'était l'enfant, sujet, verbe, complément. Et cette disparition du radar, ça m'a fait penser en fait au triangle des Bermudes où dans le mythe,
les avions ou les bateaux peuvent disparaître et ne plus apparaître sur le radar. Et c'était évident d'imaginer que la contention forte était comme le triangle des Bermudes des soins, à un moment donné où l'enfant disparaît du radar émotionnel, juste le temps de ce moment fort désagréable de la contention pour pouvoir en fait produire le soin. Cette disparition, ça m'a amené à proposer le concept de cécité empathique transitoire. Et c'est juste le temps du soin, on va justement s'aveugler, devenir aveugle, faire en sorte de ne pas voir l'enfant, d'un point de vue du coup de ne pas voir sa détresse, donc cécité empathique transitoire. Le phénomène de la contention, c'est bien un aveuglement collectif, puisqu'il y a celui qui fait le soin technique et puis il y a les autres qui viennent aussi tenir. Parfois, justement, cette contention forte avec 4, 5 adultes sur un petit enfant devient en fait totalement disproportionnée. Et là, en fait, on va pouvoir infliger des choses à cet enfant, une forme de traumatisme qui est quand même important et qu'il va falloir penser. Les choses, elles peuvent être rattrapées avec l'enfant, réparées en mettant des mots sur ce qui s'est produit. Tout à l'heure, on a été obligé de te tenir, c'était vraiment difficile ce qu'on a dû faire, ça a vraiment dû être difficile pour toi. Tout à l'heure, on n'a pas réussi à trouver les bons moyens pour que ça se passe bien. Et c'est de notre responsabilité. Parfois, c'est tellement difficile qu'on va remettre la responsabilité sur l'enfant. Si tu n'avais pas bougé comme ça, on n'aurait pas été obligé de te tenir. Et ça, c'est le vrai problème. Le problème, ça n'est pas de tenir l'enfant. Le problème, c'est de lui faire croire que c'est de sa faute si on a été amené à appliquer une pratique qui n'est pas idéal. En réalité, peut-être que la solution est plus simple que ce qu'on imagine. C'est que, puisqu'on a parlé de cécité, dès qu'on permet aux équipes d'ouvrir les yeux sur la pratique, en fait, on fait apparaître le problème, et bien une partie du problème disparaît. Parler en équipe du problème de la contention, c'est la première étape indispensable. La deuxième étape, c'est de développer, de réfléchir ensemble aux alternatives. La seule difficulté majeure, le défi, c'est savoir s'arrêter. Pause. Et la définition de l'urgence du soin est là un point cardinal pour pouvoir arrêter un soin. Parce que très souvent, les situations de contention forte avec plusieurs adultes qui tiennent un enfant ne s'appliquent pas à des situations d'urgence vitale. Faire une plaie, une suture d'une arcade sourcilière, ça n'est pas une urgence vitale. On arrête le soin. Pourquoi on arrête le soin? Parce que le fait de faire une pause, eh bien, ça permet de respirer, d'avoir de l'inspiration. L'inspiration, c'est qu'on donne de l'oxygène à sa tête et on a des nouvelles idées. Quelle analgésie, quel médicament je pourrais éventuellement ajouter pour mieux soulager la douleur, si c'est un problème de douleur? Si j'observe que c'est un problème d'anxiété majeure, quels sont mes moyens, quelles sont les techniques, qu'est-ce que je peux proposer à cet enfant pour répondre à l'anxiété? Réponse immédiate, on peut envisager, et il ne faut pas se l'interdire, des réponses médicamenteuses. Bien sûr, les médicaments seuls ne suffisent pas.
il va falloir rejoindre l'enfant dans ses émotions, l'aider à exprimer ses émotions, aller vers l'enfant aussi pour qu'il nous fasse part de la manière dont il imagine les choses et comment il imagine que ça pourrait mieux se passer. Parfois, on n'a tout simplement pas fait l'interview de l'enfant. Moi, je préférerais être assis et pas allongé. Ou moi, je préférerais que ce soit, que ça se fasse comme ça. Ou parfois, les enfants, en fait, ont la solution. Troisième chose, on doit envisager toute cette approche de l'enfant vraiment de façon très plurielle. Penser les choses en pluriprofessionnel quand la situation est plus grave, plus enquistée et on est plus face à une phobie des soins. Et tout ça, ça doit pouvoir être pensé ensemble, en équipe, avant qu'arrive un événement. Qu'est-ce qu'on fait s'il se passe telle ou telle chose ? Il est impossible de faire avancer les pratiques professionnelles sans être bienveillant à l'égard de nos collègues. La bienveillance, elle doit se penser d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nous en tant que professionnels. Et plus on sera bienveillant avec les professionnels qui ont des difficultés, et mieux on les amènera à cheminer, à penser les choses autrement. Donc ça, c'est un point. Et quand il y a une situation difficile, on est bienveillant avec le professionnel, mais surtout, on va aussi reprendre la situation avec l'enfant et lui permettre de sortir de cette situation en lui expliquant que ce sont les adultes qui n'ont pas trouvé la bonne solution et qu'il n'est pas responsable de la situation.